Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mercredi 16 mars en Côte d'Ivoire. 48 heures après les attaques terroristes qui ont endeuillé la commune de Grand-Bassam, les chefs d'État du Togo, Faure Gnassingbé, et du Bénin, Thomas Boniayi, sont arrivés hier à Abidjan. Sur place, les chefs d'État ouest-africains ont exprimé aux populations ivoiriennes et à leurs dirigeants la compassion, la solidarité et le soutien de leur gouvernement et de leurs peuples respectifs. Pour ces présidents, les États africains doivent maintenant mutualiser leurs efforts face à la violence terroriste. Des actions seront alors engagées sous peu, selon eux. Le rappel depuis le palais présidentiel d'Abidjan-Plateau concernait aussi la communauté internationale afin que de véritables stratégies soient conçues contre ce mal du moment, le terrorisme. Faure Gnassingbé et Thomas Boniayi ont ensuite effectué une visite sur le site des tueries de Grand-Bassam, comme vous le voyez à l'écran. Et je vous propose d'écouter ces déclarations des présidents togolais et béninois. Ils répondaient au micro de nos correspondants sur place, Parfait Adjo, DJ Kindoko Adjo et Franck Gallier. Nous sommes ici pour dire le choc, le grand choc et l'indignation profonde qui ont traversé nos populations respectives. Après ce qui s'est passé à Grand-Bassam, je voudrais commencer par dire ma vive réprobation et ma forte condamnation de cet acte effroyable qui vient de frapper un pays frère, un pays qui a une tradition d'accueil et d'hospitalité pour tous les autres États de la sous-région. En ces moments tragiques et assez éprouvant, je voudrais dire tout mon soutien au président Alassane Ouattara et exprimer au nom du peuple togolais une grande compassion et une grande solidarité au peuple frère de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes ici, Monsieur le Président, non seulement pour vous présenter à vous-même, à la Première Dame, à tout le gouvernement ivoirien, au peuple ivoirien, nos condoléances les plus attristées. Le moment est venu, vous l'avez si bien dit, que nous puissions, comme le président Faure l'a indiqué, renforcer le cadre institutionnel dans chacun de nos États de lutte contre la violence djihadiste et terroriste. Mais ce qui est important, c'est ce que nous aurons à faire au niveau sous-régional. Et que nous puissions aller le plus tôt que possible, parce qu'en réalité, nos États sont fragiles. Finalement, ma conclusion est claire. Il faut que nous traitions le mal à sa racine. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment, Monsieur le Président, à partir d'Abidjan, lancer cet appel pressant à la communauté internationale. Le phénomène terroriste relève de la compétence internationale. Et tout comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal est aussi un pays ouest-africain bordé de plages touristiques, d'hôtels et de restaurants qui attirent une clientèle internationale, particulièrement française. Face à la multiplication des attentats djihadistes dans ce type de pays africain, certains spécialistes estiment qu'il faut améliorer la rapidité des forces d'intervention, car rien ne garantira jamais la sécurité à 100%. Écoutez cet analyste sénégalais. On a le sentiment que aucun pays finalement n'est à l'abri dans la région, mais aussi finalement partout dans le monde. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de parade définitive à ce type d'attaque. Mais je pense que lorsqu'on considère par exemple les pays de la région, il y a quand même des efforts qui sont faits, et peut-être que l'attaque de Bassam a montré par exemple une réactivité intéressante des forces ivoiriennes, puisqu'elles sont intervenues assez rapidement et qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de morts. L'objectif du terrorisme, c'est plutôt des cibles détournées. Ce ne sont pas ceux qui sont tués dans les attaques, mais c'est tout le reste de la population et toute la région qui se met à dire chaque fois à qui le tour. Et c'est vraiment ça qui, d'une certaine manière, pour eux, est un succès. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est d'abord en raison effectivement de ce côté international, beaucoup d'organisations, une présence française forte, une présence militaire également qui est significative. L'existence des confréries est
permet de limiter ou en tout cas de contrer cette tendance. Mais cela ne veut pas dire à nouveau que cela réduit totalement la capacité des idéologues avec des discours tout à fait nouveaux de recruter localement. Direction l'Afrique centrale à présent. En République démocratique du Congo, 19 militants de la société civile ont été arrêtés hier à Goma. Alors qu'ils participaient à une marche pacifique pour demander la libération de Fred Boma et de Yves Makwambala, deux autres militants qui ont été arrêtés depuis tout juste un an et détenus à Kinshasa, 19 des 47 militants du mouvement Lucha, ou Lutte pour le changement, ont été interpellés par la police. Les forces de l'ordre justifient cette mise aux arrêts par le caractère de la manifestation, jugée, je cite, comme un mouvement terroriste qui perturbe l'ordre public. Pour les manifestants du mouvement non violent et non partisan Lucha, en plus d'avoir été brutale, cette arrestation est surtout illégale. De son côté, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu décline toute responsabilité dans ces arrestations. Concernant messieurs Boma et Makwambala, arrêtés le 15 mars 2015 lors d'une rencontre sur la bonne gouvernance en Afrique, ils sont poursuivis par la justice congolaise pour complot contre le président Joseph Kabila. 5 organisations réclament leur libération immédiate. À l'extrémité australe du continent, la justice sud-africaine juge honteuse l'attitude de Pretoria dans l'affaire dite Béchir. Les faits reprochés concernent la décision du gouvernement sud-africain d'autoriser le président soudanais Omar el-Béchir à quitter l'Afrique du Sud. C'était après sa participation à un sommet de l'Union africaine en juin dernier, et ce malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui pèse sur lui depuis 2009 déjà. À l'époque, un tribunal de Pretoria avait interdit à M. Béchir de quitter le territoire dans l'attente d'un jugement définitif, mais l'État sud-africain avait fait appel de cette décision. Après un rejet en septembre dernier, par la justice, le ministère sud-africain de la Justice, mécontent, avait alors saisi une juridiction supérieure, la Cour suprême d'appel. Et c'est hier mardi que cette Cour a rejeté l'appel de Pretoria et jugé illégal son refus d'arrêter le président soudanais, recherché pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide dans le conflit du Darfour qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Le Nigeria, toujours en lutte contre la corruption. Le gouvernement a présenté lundi au Parlement un rapport pointant du doigt la Compagnie nationale de pétrole nigériane. Selon ce document, la NNPC n'a pas versé 16 milliards de 100 millions de dollars provenant de la vente de brut à la Banque centrale, la CBN. C'était en 2014. C'est l'équivalent d'environ 14 milliards 600 millions d'euros. Par ailleurs, les recettes de vente de gaz d'un montant estimé à 235 700 000 dollars n'ont pas non plus été réglés au gouvernement. Ils ont en revanche été transférés sur des comptes séquestres non identifiés. La NNPC a longtemps été vue comme un organe opaque et extrêmement corrompu. Dès son élection l'an dernier, le président Muhammadu Buhari s'est lancé dans une vaste opération de nettoyage de cette compagnie dont il a déjà licencié tout le comité de direction. Un mot de finance à présent. Bank of China, la plus ancienne institution financière chinoise, a inauguré lundi un bureau de représentation au Maroc, plus précisément dans la ville de Casablanca. Cette présence de l'institution permettra de renforcer la présence économique chinoise en Afrique, où Pékin investit déjà énormément. Une décision dont s'est félicité le gouverneur de la Banque centrale marocaine, Abderrahim Bouaza. Il faut dire que la Chine est le principal partenaire commercial de l'Afrique et que l'Afrique représente, elle, l'un des principaux marchés pour les importations chinoises, ainsi que le 4e pour les investissements de Pékin. Déjà lors du sommet Afrique-Chine de Johannesburg en décembre dernier, la Chine avait lancé une grande offensive sur le continent africain en promettant notamment 60 milliards de dollars d'aide financière. Dans le monde, Bank of China est présente dans une quarantaine de pays. L'institution financière compte plus de 600 filiales dans le monde et notamment donc en Afrique. Je propose d'écouter ces deux financiers marocains réjouis de l'installation de Bank of China dans leur pays et sur le continent africain en général. Bon, la Bank of China, c'est une banque de renommée internationale. Elle vient d'avoir son agrément de la Banque centrale pour exercer via un bureau de représentation avec un statut Casablanca Finance City. Donc c'est la deuxième banque chinoise qui s'installe au Maroc. Bank of China est l'une des premières institutions financières mondiales. C'est la première asiatique. On sait que la Chine accorde accorde beaucoup d'intérêt à l'Afrique. Bank of China est un des acteurs de l'intérêt que la Chine porte à l'Afrique. Donc c'est un véhicule, un vecteur de mobilisation
de l'investissement chinois sur le continent. Et cet investissement chinois sur le continent va transiter pour une bonne part via la plateforme CFC Casablanca Financier. À l'international, après le nouveau super mardi électoral qui a eu lieu hier aux États-Unis, l'un des deux candidats à l'investiture républicaine jette l'éponge. Après sa défaite contre Donald Trump dans son propre État, la Floride, le sénateur de Floride Marco Rubio a donc annoncé son retrait de la course des primaires présidentielles de son parti. C'est dans sa ville natale, Miami, et devant ses partisans que Marco Rubio a annoncé la nouvelle. Son discours dénonçait aussi de manière implicite le discours incendiaire de son adversaire, le milliardaire Donald Trump. Je vous propose d'écouter l'ancien candidat à l'investiture républicaine, Rubio. C'est la chose à faire pour notre parti, c'est la chose à faire pour notre pays. Mais après ce soir, c'est clair que même si nous sommes du bon côté, cette année, nous ne serons pas du côté des vainqueurs. Même si ce n'est pas dans les plans de Dieu que je sois président en 2016, et même si aujourd'hui ma campagne est suspendue, le fait que je sois arrivé jusqu'ici est une preuve du caractère unique de l'Amérique et de toutes les raisons pour lesquelles nous devons faire tout notre possible pour assurer que ce pays demeure un endroit spécial. Retour en Afrique pour terminer ce journal. Au Cameroun, le phénomène de l'argot prend de l'ampleur. Dans le cadre de la 21e fête de la Semaine française, Joël Avébé et Clotaire Caqueux ont fait le constat selon lequel l'argot prend même le dessus sur la langue française dans le pays. Suivons-les. C'est du polo. Et comme la saison... Emmanuel et Jean-Marie sont deux amis. La plupart du temps, pour communiquer, ils ont pour habitude d'employer un langage bien particulier, une sorte d'argot, le langage de la rue. Il n'y a que la rue même que vraiment, tu nous avec des maladies des pieds là, tout là même, ça ne donne même pas. Le problème c'est que je dois me go là-bas au Djalé, samedi c'est là, je vais go au Djalé là-bas. Au Cameroun, le français est une des langues officielles. Au jour le jour, il subit des transformations en fonction du milieu et des classes sociales. C'est plus quand je suis à la maison avec ma famille que je parle plus l'argot. Quand je suis à l'école, je parle normalement le français. Quand je suis dehors avec mes amis, c'est l'argot. Quand il faut que je répète, je fais les répétitions à mes enfants à la maison, c'est le vrai français. Si l'argot gagne de plus en plus du terrain, les parents seraient en partie responsables, comme le souligne cette enseignante. Que le parent veille. Pourquoi? Parce qu'à l'école, de nos jours, les effectifs sont pléthoriques dans les salles de classe où l'enseignant s'intéresse au pourboire que les parents s'en vont donner, ce qui fait que l'enfant n'a pas un bon suivi. Dans le but de préserver les lettres de noblesse de la langue de Molière, entre le 12 et le 20 mars, toute une semaine est mondialement consacrée au français. Une occasion saisie par les spécialistes de la langue pour la sensibilisation. Donc la lecture est le premier conseil. Et l'on est dans l'extase quand on lit. Et c'est comme ça qu'on gagne, n'est-ce pas, à parler bien une langue et à bien l'écrire. Et on se fait respecter. Créée en 1995 à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication française, la Semaine du français est organisée chaque année pour fédérer tous les francophones et amoureux du français à travers le monde. C'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 16 mars 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver demain jeudi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée sur Vox Africa.